On t'entend, Nelly. Parfait. Eh bien voilà, on va donner déjà la parole à Gérald qui va commencer ce webinaire. Alors bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter avec Nelly en 1 minute qui nous sommes et qui est Cosma Expert. Donc Cosma Expert, fondamentalement, son métier, c'est de concrétiser le potentiel des performances cachées des entreprises. Donc notre métier, c'est nous actionnons des levées d'optimisation qui vont donc impacter directement la performance de votre entreprise, fondamentalement sur trois axes, trois dimensions. D'abord, la marge nette, donc on va travailler votre performance financière. On va travailler également le bien-être de vos salariés, donc la performance humaine. Et puis, on travaille aussi sur l'axe de l'engagement durable, donc de votre performance environnementale. Aujourd'hui, on sait que le maintien de la marge, c'est un sujet de préoccupation majeure pour les entreprises. Donc, on accompagne également les entreprises face à leurs nouveaux enjeux. Alors, citons par exemple la digitalisation de la logistique, le traitement de sujets complexes. Et on s'est fait une spécialité dans le traitement de ce que nous appelons, nous, en interne, les irritants, que sont les surcoûts et les coûts cachés dans les achats indirects. Alors, on s'appuie donc sur nos experts métiers. Nous sommes 40 experts métiers dans le cabinet et qui répondent à vos besoins par une approche sur mesure. Rassurez-vous, dans un climat bienveillant et en plus respectant les enjeux RSE actuels. L'objectif et le final de ces missions que nous menons, à la clé, c'est un très fort ROI avec des risques maîtrisés pour améliorer effectivement les performances de votre entreprise. Ce qui est intéressant pour terminer cette courte présentation, c'est de voir le champ de vos interventions qui doivent apparaître effectivement sur la présentation. Et là, je ne vois plus les trucs. Bon, c'est pas grave. Je ne vois plus la présentation. Bon, c'est pas grave, j'ai le secours. C'est ce qu'on appelle les élèves du direct. Elles sont pourtant à l'écran. Voilà. Alors, je ne suis pas Michel Drucker, mais je vais faire une impro. Non, nous avons grosso modo, donc, le Cosma Expert est en mesure de travailler sur les 40 catégories de dépenses qui se constituent dans les achats indirects au niveau des entreprises. Donc, fondamentalement, nous sommes en mesure de travailler sur tout ce qui est la production et la maintenance. Et vous voyez, on va sur ce qu'on appelle la MRO, la Maintenance, Repair and Operation. On illustrera un exemple tout à l'heure. On est capable de travailler également, vous voyez, sur les déchets, l'énergie, les fluides. Bon, l'énergie, on est particulièrement sollicité, vous dites en ce moment, sur ce sujet. Tout ce qui est système d'information, tout ce qui va de l'hébergement à l'informatique, ce qu'on appelait les services généraux, qui vont de la flotte de véhicules, qui devient de plus en plus technique, il faut savoir, la restauration, la fourniture, etc. Tout ce qui est logistique, qui va du transport sur achat en passant par les emballages, etc. Tout ce qui est la finance, avec tout ce qui est les assurances, les charges, les santé prévoyance. En ce moment, c'est le grand moment des santé prévoyance dans les analyses, et puis tout ce qui est l'aide que l'on peut vous apporter sur les marketing communication. Vous voyez un champ très vaste, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face de chaque catégorie, vous avez, pour Cosma Expert, 1, 2 ou 3 experts dédiés qui vont vous accompagner tout au long d'une mission. Voilà. Présentation courte comme on l'avait promis. Nelly, je te laisse reprendre la main. Je te remercie Gérald, merci pour cette introduction. Alors, au sommaire aujourd'hui, donc nous avons défini un sujet assez précis, assez focus sur la maîtrise et l'optimisation de la marge nette, qui vient, comme l'a dit Gérald, directement corrélée à la performance de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant? C'est parce qu'on a une actualité depuis la pandémie. Donc, même si on est sorti de la pandémie, on est quand même en reprise post-Covid. On a une actualité géopolitique internationale qui peut pénaliser les entreprises ou offrir des opportunités. Donc, quelles sont les conséquences de cette actualité sur les entreprises?
On va bien sûr faire un petit rappel sur les marges nettes et les ratios qui sont quand même des KPI indispensables dans nos entreprises et pourquoi on vous les présente aujourd'hui dans l'optimisation de la dépense pour augmenter ces marges nettes. Quels sont les leviers d'optimisation de la marge nette et donc des dépenses, où les trouver et pourquoi est-ce qu'il est intéressant de mener une mission d'optimisation externe dans nos entreprises. Nous parlerons, et donc pour illustrer tout ça, nous présenterons des cas pratiques et surtout des résultats. Parce que c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas de vous développer une méthode, mais c'est de vous montrer quels résultats on obtient quand on a développé une stratégie d'optimisation efficace. Donc, pour l'actualité, je ne vais rien inventer. Hein. On a eu une pandémie, ça date d'il y a 3 ans, un conflit majeur international depuis 1 an, une crise énergétique qui est venue substanter tout cela depuis 2 ans et l'inflation suite à ces 3 événements depuis 1 an. Ça a commencé il y a 1 an, on n'en voit pas encore le bout, hein, qu'on soit clair. La pandémie, on commence un petit peu à la voir disparaître, même s'il y a des foyers et des gestions de crise dans certains pays. Bien sûr, on va penser à la Chine, qui ne sont pas sortis de la pandémie et qui continuent à exercer des contraintes sur la population et donc sur leur économie qui impactent l'international. Et bien sûr, les conflits majeurs internationaux, on pense tous bien sûr à la guerre en Ukraine, mais aussi aux conflits géopolitiques entre Chine et États-Unis, Chine et des alliances plutôt curieuses entre la Chine et la Russie. On ne sait pas très bien où tout cela va. Et donc, qui crée des contraintes sur les entreprises. Donc, un petit focus quand même sur l'inflation. Pourquoi est-ce qu'on a de l'inflation? Eh bien, on a eu des activités économiques post-Covid, mais qui ont été différentes de ce qu'on a connu avant le Covid. Donc, tout cela s'emballe et crée une économie et une reprise industrielle différente, des modèles différents, et ça crée de l'inflation. On a des modèles d'affaires qui ne sont absolument pas les mêmes qu'en 2019, et bien sûr des besoins d'approvisionnement, des ruptures de matières premières, des ruptures d'approvisionnement qui font qu'on a de l'inflation internationale. Nous ne sommes pas les plus à plaindre en France. Hein. Je pense notamment à l'Angleterre, sortie du Brexit, bien sûr. Et on a vraiment des inflations qui sont galopantes dans certains pays et qui impactent également nos entreprises. La guerre en Ukraine, bien entendu. Donc, quelles sont les conséquences de cette inflation? Donc, juste d'un point de vue de nos entreprises. On a un retour à la hausse des prix à des niveaux que nous n'avions jamais vus depuis 40 ans. Et ça veut dire que c'est toute une génération qui ne sait pas gérer l'inflation. Moi, j'ai connu l'inflation toute petite, c'est mes parents qui l'ont vécu, mais je n'en ai pas souvenir. On ne sait pas gérer l'inflation aujourd'hui. Il faut donc trouver des solutions, il faut donc se réorganiser, que ce soit au niveau des ménages, que ce soit au niveau des industries, des gouvernements et des relations internationales. On a donc un recentrage sur les priorités budgétaires pour les ménages, donc leur consommation, donc des conséquences au niveau des entreprises. On va juste donc donner un chiffre. 2022, hausse des prix 6%, l'énergie, l'alimentation, les produits manufacturés, tout a été touché. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau de nos entreprises et au niveau de nos économies? Est-ce que ce sont des risques? Est-ce que ce sont des opportunités? Bien entendu, on a des conséquences sur certaines entreprises qui sont positives et d'autres qui sont négatives. On va pouvoir penser à certaines sociétés, comme certains détaillants qui ont pris un virage immédiat et se sont lancés dans le digital et ont pu vendre leurs produits par Internet avec des solutions logistiques finalement un petit peu artisanales au départ, mais aujourd'hui très professionnelles et qui ont pris ce virage. D'autres, en revanche, ne l'ont pas pris du tout. Les compagnies aériennes ont subi de plein fouet les confinements et n'ont pas pu changer de modèle économique. Pour eux, il faudra à peu près 3 ans pour rebondir et retrouver un volant d'affaires avec des moyens différents, peut-être d'autres modèles, ou revoir leur structure de coût. Donc, certaines entreprises ont tiré parti
de cette inflation, de ces confinements et de ces crises géopolitiques internationales. D'autres en ont fait des opportunités. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut constater pour tout le monde? Qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, donc en particulier sur les matières premières, qui sont quand même la base de tous nos produits manufacturés, une augmentation des délais d'approvisionnement, puisqu'il y a des difficultés d'approvisionnement, qui ont aussi pour conséquence des annulations de livraison de par les fournisseurs, et pour nos entreprises, des annulations de livraison à nos clients. Donc, ça perturbe tout le modèle économique et tout le modèle supply chain de toutes nos entreprises en France. Je dis en France, mais c'est valable en Europe et dans le monde. Donc, on a des défaillances d'entreprises ou des émergences d'opportunités. On a vu fleurir depuis les confinements nombre de sociétés de livraison à domicile, de repas, de tout un tas de produits dont on ne soupçonnait même pas l'existence et tout vient à domicile. Donc, il y a une énorme opportunité sur les services logistiques en B2C. On a des nouveaux modèles de consommation, des nouveaux modèles de mode de travail et ça a aussi eu une conséquence sociétale que nous n'avions peut-être pas vu arriver, de changement de vision des consommateurs et des travailleurs dans leur vision d'effort-valeur et dans la valeur du travail. On le constate bien sûr en particulier dans l'hôtellerie, où il y a d'énormes problèmes de recrutement, puisque la valeur de travail a été vraiment dégradée, puisqu'on n'a plus eu l'occasion et l'envie de travailler à des horaires différents de tout un chacun qui travaillerait du lundi au vendredi. Donc, il y a toute cette valeur de travail, toute cette vision d'effort-valeur qui a changé depuis 3 ans. Donc, d'énormes impacts à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de RSE et c'est pour ça aussi qu'on parle de respect de l'humain, comme le disait Gérald dans l'introduction, et d'attention sur la ressource humaine. On ne peut plus faire sans l'attention à la ressource humaine aujourd'hui. Tout cela impacte de façon irrémédiable et significative la marge des industriels et de toute entreprise. Tout a été revu à sa base. Il faut revoir toute la structure de coûts et tous les modèles de business. Face à ces urgences, parce que ce sont quand même des urgences, on n'a pas eu tellement le choix que de constater toutes ces conséquences et ces facteurs de risque. On n'a pas eu de choix. Il a fallu faire face à l'urgence, trouver des solutions rapides, immédiates et qui marchent. Face à cette urgence, les dépenses ont été moins contrôlées, moins maîtrisées. Quand on contrôle moins ces dépenses et qu'elles sont moins maîtrisées, et face à tous ces problèmes d'approvisionnement, les entreprises ont eu comme réflexe de se dire que le prix pouvait être secondaire dans la gestion au risque d'éroder les marges. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, ce qu'on a constaté auprès des dirigeants que nous accompagnons au quotidien, c'est que pendant ces 3 années, ils ont géré l'urgence, mais ont érodé leurs marges au quotidien jusqu'à le constater, à être en danger à la fin de l'année 2020. Bien sûr, certaines mêmes entreprises ont dû fermer, d'autres se sont trouvées en grande difficulté, d'autres ont su rebondir immédiatement, mais on a quand même constaté une grosse érosion des marges de nombreuses sociétés, d'une majorité de sociétés. Donc, si on parle de marge, c'est un KPI majeur. Dans toute gestion financière, c'est quand même ce qui reste à la fin, une fois qu'on a exploré tous nos ratios, qu'ils soient opérationnels ou financiers. La marge nette, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est ce que va regarder avec, bien sûr, quand même le fonds de roulement, le propriétaire ou le directeur général d'une société. Donc, on va le faire vraiment en 2 lignes. Hein. Il n'est pas question de faire un cours de finance aujourd'hui. La marge brute, c'est votre chiffre d'affaires, donc vos ventes moins vos charges variables, vos achats de marchandises, les consommables de production, donc vraiment la marge brute. En revanche, la marge nette, elle s'exprime uniquement en pourcentage. Ce n'est pas un montant, c'est uniquement un pourcentage. C'est le bénéfice divisé par votre chiffre d'affaires, %. Donc cette marge nette, elle révèle exactement le bénéfice que chaque euro de chiffre d'affaires, après règlement de tous les frais d'exploitation, va vous rester.
Donc, les frais d'exploitation, on peut vite fait récapituler ce que c'est. Ce sont les achats de marchandises, de matières premières, tous les achats MRO, des fournitures diverses, des petits matériels, du carburant, qui peuvent être des coûts indirects, variables ou fixes. Hein, ça dépend un petit peu de l'analyse qu'on en fait et de la répartition comptable qu'on va en faire. Hein, chaque entreprise le gère un petit peu différemment. Toutes les charges externes, qui sont des coûts indirects et généralement des coûts fixes, impôts, taxes, charges de personnel, dotations aux amortissements, dotations aux provisions. Bien entendu que l'impôt et les taxes sont également optimisables, mais c'est pas là-dessus, c'est plutôt une conséquence. Hein. L'impôt et la taxe, c'est plutôt une conséquence de la gestion des frais d'exploitation qui sont en amont, que nous, on regarde plus particulièrement. Donc, ces frais d'exploitation, ce sont typiquement tous les comptes de classe 6 du plan comptable. Donc, cette marge nette, qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette marge nette, elle peut être directement comparée à celle d'autres entreprises pour obtenir un palmarès sectoriel. Ce que j'entends par là, c'est qu'on peut comparer les marges nettes d'un même secteur. Je prends 20 coiffeurs. Si un coiffeur a une marge nette supérieure à son voisin, alors son entreprise est plus rentable. On ne peut pas comparer la marge nette d'un coiffeur à celle d'un industriel dans le textile. Cela n'a strictement rien à voir. Donc, c'est purement sectoriel. Cela implique donc, et cela indique donc qu'une entreprise qui contrôle mieux ses dépenses que ses concurrents la rend plus rentable et sa marge nette est donc plus importante. Pour le dire à l'envers, une marge nette importante dans un même secteur d'activité indique qu'une entreprise contrôle mieux ses dépenses que ses concurrents. Et ça, c'est vraiment un KPI majeur à surveiller par rapport à la concurrence. Parce que si vous faites 5% là où votre voisin fait 10%, vous utilisez de l'énergie pour beaucoup moins que votre concurrent. Et vous êtes amené à être dans une mauvaise gestion par rapport à votre concurrent et être moins bon que son concurrent, ça veut dire souffrir un peu plus dans certaines conditions. Donc, pour augmenter sa marge nette, quand on a vu la définition qu'on a vue plus tôt, donc le calcul qu'on a vu plus tôt, on n'a pas 36 solutions. On a augmenté le chiffre d'affaires ou augmenté les volumes de vente ou optimiser la dépense. On n'a pas 36 solutions, on n'a que 3 leviers. Augmenter le chiffre d'affaires, ça voudrait dire où j'augmente mes prix, et donc là, je me mets peut-être à côté de la concurrence dans un mode défavorable. Si j'augmente mes prix par rapport à la concurrence, il va falloir que j'y apporte un service supplémentaire ou une qualité supplémentaire. Si j'apporte un service ou une qualité supplémentaire, ça voudra dire que je vais amener des investissements pour avoir cette qualité ou ce service supplémentaire. Ça veut dire avoir un ROI derrière. Et ce n'est pas si évident que ça en période de crise. Donc, augmenter le chiffre d'affaires par le prix, c'est un risque. C'est un grand risque. On peut également augmenter les volumes. Je peux offrir, je suis Barilla par exemple, je peux offrir pendant un mois des lots de 3 ou 4 paquets en baissant mon prix, mais en augmentant mes volumes pour tenter d'obtenir une augmentation de chiffre d'affaires. Pareil, c'est risqué. Est-ce que la consommation en face, surtout en période d'inflation, va répondre à ce genre de promotion? Ce n'est pas évident d'augmenter son chiffre d'affaires alors qu'on a augmenté les volumes en baissant les prix. Donc, ce levier-là d'augmentation de chiffre d'affaires par le prix ou par les volumes est très risqué en période d'inflation. Parce que la réaction des consommateurs n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, c'est un risque qui doit être maîtrisé. Donc, c'est à manipuler avec précaution. Il faut donc chercher l'équilibre entre ces 3 leviers dans le cadre d'une stratégie générale définie de votre entreprise. Vers quoi je veux aller? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut donc une stratégie générale très très claire, une vision claire de l'état futur de la société pour aller créer et chercher un équilibre entre ces 3 leviers. Donc maintenant, si je veux vraiment chercher mes leviers d'optimisation,
on a parlé de l'augmentation du chiffre d'affaires, donc qui relève du business model et qui relève de la stratégie générale marketing et commerciale ou de production de l'entreprise. Mais on a également le moyen, le levier d'augmenter ou de maîtriser sa marge nette par une réduction intelligente des coûts, c'est-à-dire une optimisation de la dépense. On peut investir dans des actifs pour obtenir ces réductions et ces optimisations de la dépense. Et le développement du chiffre d'affaires, on l'a mis de côté pour l'instant. Un programme d'optimisation des coûts, ça se déroule en plusieurs étapes. Il n'est pas question d'arriver dans une entreprise et de dire on va faire une coupe rase sur certaines dépenses sans réfléchir à une stratégie générale également dans ce domaine. Donc, de la même manière qu'il faut une stratégie et une vision claire de l'avenir de son entreprise pour développer son chiffre d'affaires, il faut également une vision claire de l'avenir de son entreprise dans l'optimisation de la dépense. Qu'est-ce qu'on va chercher? Un point aussi important dans l'optimisation de la dépense, c'est qu'on ne peut pas compartimenter l'optimisation de la dépense dans un certain secteur. Il faut intégrer toutes les fonctions de l'entreprise parce que ça concerne la stratégie générale de l'entreprise. Il faut intégrer la finance, l'approvisionnement, l'IT, les ressources humaines, l'exploitation et les services à la clientèle. Dès qu'on va toucher un paramètre, on va toucher d'autres services. Donc, il faut prendre l'intégralité des fonctions de l'entreprise quand on veut optimiser, ne serait-ce qu'une seule dépense. Donc, venons-en un petit peu à ce que c'est que l'optimisation de la dépense. Généralement, on va nous dire « Ah là là, la réduction de la dépense, c'est du cost-killing, c'est de la réduction des coûts. Il va falloir baisser mes prix. » Non, pas du tout. Bien sûr qu'il y a peut-être une première étape de réduction des coûts, c'est ce qu'on appelle le coût brut. J'ai mon produit, j'ai un marteau qui va me coûter 3 €. Je peux prendre ce même marteau et puis en trouver un à 2 € et je suis contente, j'ai trouvé un résultat positif de réduction du coût. Est-ce que ce marteau est utile à l'entreprise? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le bon marteau? Je ne sais pas non plus. Donc, je ne suis pas allée plus loin dans ma recherche d'optimisation et de vérification que ce produit était bien utile à l'entreprise et qu'il avait toujours sa place dans la dépense. Le coût brut, c'est associé à un service, à un besoin qui est déjà existant. On n'a pas vérifié sa qualité ou le besoin de l'opérateur de ce produit-là. Donc, le prix, il est juste lié à une mise en concurrence entre des fournisseurs que vous connaissez déjà. On ne s'attache pas à l'usage, on ne s'attache pas à l'adaptation du produit, il n'y a pas de réel benchmark, on prend le coût et on cherche juste à le faire baisser. Quand on veut optimiser la dépense, il va falloir aller bien plus loin. On va analyser les processus. Et là, on parle de coût suivi. On va analyser le besoin réel de l'entreprise sur ce produit-là. On va benchmarker et on va vérifier également qu'il y a un vrai service dans l'utilisation de ce produit. À chaque coût, il faut savoir qu'il y a un coût caché derrière. Ou en tout cas, dans 80% des cas, on va trouver un coût caché derrière. Le métier d'optimiser la dépense, c'est ça, c'est d'aller identifier les surcoûts, identifier les coûts cachés qui se trouvent derrière chaque coût. Et ça, c'est un vrai métier. Donc, les effets de bord, les habitudes, les qualités coût-délai, on va aller regarder l'intégralité de la maîtrise du coût pour enfin optimiser la dépense, optimiser les processus et avoir la gestion du coût complet. Alors, quels outils on a pour ça? On a un enjeu majeur qui est la maîtrise de la donnée. Dans les sociétés, on a maintenant des ERP, on a des contrôleurs de gestion, des directeurs financiers qui savent lire la donnée. On a donc beaucoup de KPI disponibles dans toutes les sociétés. Néanmoins, ces données, elles sont purement financières et c'est ce que reprochent d'ailleurs les opérationnels aux financiers et vice-versa les financiers aux opérationnels.
c'est de ne pas avoir de corrélation ou de ne pas faire matcher la donnée avec les faits réels. Donc, la maîtrise de la donnée aujourd'hui, c'est majeur. On a énormément de données à disposition, mais finalement, sont-elles utilisées ou pas dans l'optimisation? Ça, ce sont des travaux d'experts. Donc, collecter les bonnes données, les trier, les analyser pour enfin identifier un potentiel d'optimisation, ça, c'est un métier à part entière et c'est le métier d'expert. Aujourd'hui, les outils que nous avons pour identifier ces potentiels d'optimisation, parce que justement, on n'est pas dans la réduction du coût, j'ai un produit, je vais faire baisser son prix sans analyser l'intégralité du process de l'entreprise ou des procédures de l'entreprise. Pour identifier ces potentiels, bien entendu, on va s'appuyer sur la donnée du client. Bien entendu que nous, experts, nous avons des experts dans chacune des catégories de coûts et on va explorer la catégorie de coûts. On s'appuie aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et c'est un virage qu'il ne faudra pas manquer parce que de la même manière qu'on a eu le virage Internet, de la même manière qu'on a eu le virage des commandes sur Internet, on a aussi aujourd'hui le virage de l'intelligence artificielle qui permet des traitements de données qui sont assez puissants pour nous aider dans nos processus de prévision, dans nos analyses et pour aller chercher nos décisions de gouvernance. Et c'est vraiment très, très intéressant à garder en tête, pas forcément pour aujourd'hui, mais vraiment dans les 1-2 années à venir, il ne faudra pas avoir loupé le virage de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, tous les grands l'utilisent déjà, hein. Nous sommes entourés d'intelligence artificielle, on a les Google, on a les Amazon qui utilisent l'intelligence artificielle. Tous les cookies que nous avons sur Internet découlent de l'intelligence artificielle. Donc, il ne faudra pas louper le virage dans nos entreprises. Quand on parle d'intelligence artificielle, eh bien, on pense également métaverse. Alors, ça peut faire sourire aujourd'hui le métaverse, mais le métaverse, c'est ni plus ni moins que de l'optimisation future de nos process, de nos procédures, et donc d'imaginer le futur stratégique de l'optimisation de nos dépenses. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous Siemens. Siemens a intégré tous ses outils de production, tous ses outils de vente, tous ses appareils dans le métaverse. À quoi ça lui sert? Ça lui donne de la visibilité de communication. Mais surtout, ça lui donne l'opportunité de tester à l'intérieur du métaverse toutes les défaillances de production ou commerciales qui pourraient subvenir à son entreprise. Donc, ils peuvent simuler des pannes, ils peuvent simuler de nouveaux circuits logistiques, ils peuvent simuler justement l'optimisation de certaines dépenses pour voir si elles n'impactent pas d'autres secteurs. Et ça, c'est primordial. Ils vont toucher un paramètre pour optimiser une dépense, ils vont aller vérifier si ça ne touche pas d'autres paramètres dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, bien sûr, ce sont les experts COSMA qui font ce travail-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'humain derrière le métaverse ou derrière l'intelligence artificielle, il y a de l'humain. Nous, experts COSMA, nous avons cette capacité à aller toucher un paramètre de dépense et aller vérifier dans l'entreprise si ça ne touche pas des coûts cachés quelque part, si ça n'implique pas des coûts cachés dans d'autres secteurs de l'entreprise, en RH ou en IT ou quelque part. Donc, c'est vraiment ce petit virage-là auquel il faut penser. On optimise d'un côté et on vérifie que les paramètres qui sont connexes à cette dépense ne sont pas touchés ou au contraire offrent aussi une opportunité et un potentiel d'optimisation. Le travail d'optimisation, ça commence donc par clarifier les données et les corréler avec les processus et les procédures internes. On peut écrire toutes les procédures que l'on souhaite, avoir tous les process en main. Pour autant, il faut vérifier la cohérence avec les faits réels de l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on a écrit une procédure que tout le monde la suit. Elle existe, mais on ne la suit pas.
Pourquoi? On ne sait pas, mais en tout cas, on ne suit pas forcément les procédures et les process. Donc, il faut vérifier cette cohérence des faits avec la donnée. Et ça, déjà, c'est un des leviers de l'optimisation quand on entre dans une entreprise, de vérifier les process et les procédures avec la cohérence des faits réels dans l'entreprise, avec la manière dont l'entreprise fonctionne, la manière dont elle vit, la manière dont elle réagit face aux événements. Et les données sont devenues tellement nombreuses et complexes qu'il faut aller au-delà des compétences généralistes que vous trouvez en interne. Nous avons tous au sein de nos entreprises des employés, des techniciens, des cadres qui sont très, très compétents. Mais ils sont très, très compétents d'une manière généraliste ou très précise dans leur domaine de fonction, mais ne peuvent pas voir l'intégralité des paramètres connexes de l'optimisation qu'ils peuvent faire à l'intérieur de leur métier ou de leur fonction et de voir les impacts que cela peut avoir auprès des autres services. Donc, une fois qu'on a analysé ces données, qu'on les a triées, on va pouvoir donner du sens à ces données en préparant, en nettoyant les données avec des arbres de classification qui sont très fins, très poussés. Gérald nous montrera un cas après très pratique justement sur cette préparation et ce nettoyage des données dans des arbres et de donner et de faire des relations entre ces données sémantiques. Donc, on va identifier, hein, on en a parlé, identifier la donnée, identifier aussi l'irritant et le problème de la société. Nous allons collecter les données, faire travailler un petit peu l'entreprise pour qu'elle ait l'audace de sortir ces données et pour qu'on puisse les travailler. Nous allons donner du sens à la donnée. Nous allons préparer et nettoyer les données, mettre des relations entre ces données pour enfin vous communiquer des nouveaux KPI, des graphiques bien entendu, et vous faire visualiser ce que nous avons compris de la société pour enfin pouvoir agir, avoir une stratégie et une vision des futurs changements qui vous aideront à décider, à gouverner la société pour optimiser ses dépenses. Donc, pourquoi est-ce qu'on mènerait une mission d'optimisation? On a vu un petit peu, vraiment rapidement, à quoi, quelle était l'optimisation. Donc, qu'est-ce que c'était que l'optimisation? En quoi ça augmentait la marge nette? Parce que bien sûr que quand on va optimiser, on a un impact direct sur la marge. Puisque si on ne touche pas notre chiffre d'affaires, notre marge, quand on a bien analysé et optimisé sa structure de coûts, on va mathématiquement augmenter sa marge nette avec un ROI assez facile à maîtriser, avec des risques qui ne sont pas importants ou tout au moins qui sont bien maîtrisés. Donc, pourquoi est-ce qu'on mène une mission d'optimisation? Tout un chacun, nous sommes dans nos entreprises, nous avons beaucoup de travail, nous sommes focus sur nos objectifs, sur les livraisons clients, sur les approvisionnements, sur la gestion des ressources humaines. Oui, mais voilà. Bien souvent, on est tellement le nez dans le guidon, on est tellement focus sur nos objectifs ou sur ce qu'on attend de nous au quotidien qu'on ne voit pas ce qui pourrait nous aider. Donc, on a pris cette image plutôt gentille et puis que je trouve vraiment intéressant, puisqu'on a une équipe qui va tirer son chariot. Non, ils sont super occupés, ils n'ont vraiment pas le temps de regarder à optimiser quoi que ce soit. Et pourtant, ils ont une solution simple qui est à côté, mais ils n'ont pas le temps matériel ou peut-être l'envie ou c'est peut-être aussi des fois difficile d'admettre qu'on a une solution qui peut être apportée par l'extérieur. Donc, on se pose beaucoup de questions. C'est pas le moment. Où je dispose d'équipes compétentes, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr que nous avons des équipes compétentes, mais sont-elles très, très spécialisées ou ultra spécialisées dans une catégorie de dépenses? Ce n'est pas toujours le cas. On a des acheteurs qui sont multicatégoriels et qui n'ont pas le temps d'approfondir une catégorie de dépenses ou tout au moins d'en être un expert.
c'est pas le moment de perturber mes fournisseurs, on est en pleine inflation, on a des problèmes d'approvisionnement. Comment est-ce que ça va être perçu par mes équipes en interne? C'est de l'aide, c'est uniquement de l'aide. Mais vous comprenez, dans mon entreprise, j'ai le poids du passé, les habitudes, elles sont là, elles sont lourdes, on ne peut pas changer les habitudes. Oui, il y a des surcoûts, il y a des coûts, mais on s'en accommode, on arrive à gérer. Et moi, je connais bien ma structure de coûts, donc je n'ai pas de besoin. Et pourtant, on a vu un petit peu plus haut que oui, ça marche. Tirer le chariot à deux avec des roues carrées, ça marche, mais avoir une roue ronde, ça aide énormément. Alors, pour visualiser justement ce principe des convictions et des certitudes qu'on a un petit peu au quotidien, je vous propose une petite image. On connaît tous les horloges avec les chiffres romains. Là, il nous manque le 4. Sur notre horloge, il nous manque le 4. On sait tous dessiner un chiffre 4 romain. Je pense qu'on mettrait tous ce chiffre-là. Et pourtant, la réalité, c'est ça. C'est que dans toutes les églises, le chiffre 4 n'est pas représenté par une barre et un V. Non, c'est 4 bâtons, donc 4 I, hein, pour le dire plus professionnellement. Alors pourquoi? C'était juste un problème esthétique à la base. Hein. Donc, et bien entendu que la réponse vraie, elle est vraie. Sur mon I et mon V, c'est tout à fait vrai. Et dans les chiffres romains, on l'écrit comme ça, mais on peut également l'écrire avec 4 I. Donc, on était plein de certitudes. Bien sûr que le 4, on l'écrivait comme ça, mais pour autant, il peut aussi s'écrire différemment. Et c'est un petit peu ça qu'on aimerait faire passer dans les entreprises, c'est que oui, bien sûr, vous êtes les meilleurs spécialistes et les meilleurs intervenants dans vos propres entreprises, mais à l'extérieur, vous avez également des professionnels qui peuvent vous aider à améliorer ces KPI qui sont quand même le nerf de la guerre, c'est-à-dire être meilleur que son concurrent pour obtenir des parts de marché. Et on fait un constat. 90% des entreprises, bien sûr, tirent profit des données qui sont relatives à leurs achats stratégiques, à savoir les achats métiers. Mais 75% des entreprises admettent ne pas avoir une vision aussi claire de leurs achats indirects. En indirect, on a mis, comme vous l'a expliqué, vous l'a montré Gérald dans l'introduction, il y a 46 catégories de dépenses indirectes. Est-ce qu'on a une vision aussi claire de nos achats stratégiques que de nos achats indirects? 75% admettent ne pas avoir la vision aussi claire. On peut faire aussi un parallèle entre la France et les États-Unis. En France, 18% des entreprises estiment avoir une gestion optimale de leurs achats indirects, alors qu'aux États-Unis, 55% des entreprises déclarent gérer en coûts maîtrisés, c'est-à-dire qu'ils ont opéré les 4 phases de coûts bruts, coûts suivis et coûts maîtrisés que nous avons vus précédemment. Ça donne un avantage concurrentiel et ça donne des marges nettes qui sont augmentées par rapport aux nôtres. Par ailleurs, nous avons constaté qu'une fois sur 4, un problème qualité est dû à un coût caché d'une dépense. 2 fois sur 6, 1 fois sur 3, c'est bien pareil. Le coût d'un achat indirect englobe un surcoût par ailleurs. Et tout cela, il faut le dénicher. Tout ça, il faut le sortir. Parce que finalement, votre écosystème d'achat, c'est celui-là. On se concentre, et c'est bien normal, on se concentre sur nos achats stratégiques qu'on appelle de classe A et qui représentent peu de coûts cachés parce qu'on les maîtrise très très bien et qu'ils rentrent directement dans notre process de production. Donc on le maîtrise. C'est indispensable parce que c'est lui qui va nous donner la marge brute en montant. Donc tout le monde est focus sur ces achats de classe A qui représentent 65 à 70% des achats. En revanche, on a une classe B d'achat indirect qui peut représenter, selon les sociétés, 25-30% du total des achats, mais qui, eux, vont représenter 45% de coûts cachés. Et c'est là-dedans qu'on va aller chercher l'optimisation. Bien sûr dans les 30%, mais également dans les 45%. Donc notre métier, qu'est-ce que c'est? C'est de créer de la valeur. C'est-à-dire créer de la valeur, c'est créer de la valeur sur le long terme, bien sûr de la valeur immédiate parce qu'on va aller optimiser, donc augmenter la marge nette et donc créer de la valeur financière, mais on va aussi créer de la valeur opérationnelle
en donnant les bonnes pratiques et en vous montrant, en vous exposant quel est le coût réel de vos achats. Nous avons un parapluie que nous voyons là, c'est votre coût. Si je passe à ma slide suivante, le coût réel, c'est de voir la totalité de mon parapluie. Le coût brut, vous ne voyez que son prix, donc une partie du parapluie. Quand je passe en coût maîtrisé et que j'ai optimisé ma dépense et que je suis allée chercher dans tous les leviers possibles de mon entreprise, je passe en coût maîtrisé et là, je vois l'intégralité de la dépense. Et là, je peux vraiment être optimale et avoir une dépense parfaitement optimisée. Et le but, c'est de le voir sur du long terme. Hein. Ce n'est pas un effet one-shot. Alors, quelle est la démarche? On a 4 raisons pourquoi on va faire la mission. Quelle est cette démarche? On va traiter de façon systématique sur toutes les dépenses le coût complet. On va aller regarder, analyser, détailler, décortiquer le coût complet de chacune des dépenses. On va le suivre sur 24 mois pour être sûr que cette dépense soit pérenne et qu'elle soit toujours optimisée. Il peut y avoir des petits ajustements. On va transmettre aux entreprises les bonnes pratiques pour gérer cette catégorie de dépenses. Et là, on va créer de la valeur pour l'entreprise. Donc, une mission d'optimisation, c'est aller explorer toutes les pistes et proposer des solutions. Parce qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution idéale ou parfaite ou absolument sûre ou absolument la meilleure. Et elle va tenir compte de votre entreprise dans un cycle vraiment sur mesure. On va analyser la dépense, on va vérifier le besoin, s'il est adapté aussi aux environnements techniques, humains, RSE, normatifs aussi, ou légaux. On va valider bien sûr AFCQCD, c'est évident, mais ça c'est de base. Balayer toutes les composantes des parasites, des facilitateurs de la gestion de la dépense et prendre en compte le facteur humain. Parce que bien sûr, on le sait, dans nos entreprises, le poids des habitudes est difficile à enlever. On ne se rend même pas forcément compte aussi que ça pourrait aider l'humain de changer un produit ou de l'aider dans son changement. Donc, il faut accompagner l'humain dans le changement. Il faut donc le prendre en compte. Et dans ces cas-là, on agit sur la dynamique de la société. Donc, il faut un petit peu d'audace. Il faut un petit peu d'audace pour se lancer dans ces chantiers parce qu'on va aller toucher toute l'entreprise, la globalité de l'entreprise. Cosma se place dans un cycle adaptatif. Chaque entreprise est différente, donc on fait forcément du sur-mesure. Et on se place toujours sur une matrice effort-valeur qui est très, très importante à nos yeux. Si on développe dans un minimum d'efforts le maximum de valeur, ça va encourager toutes les équipes de l'entreprise à continuer ces efforts qui seront toujours plus faciles et d'obtenir de plus en plus de valeur. Donc, bien sûr, nous allons commencer par l'effort valeur qui va nous demander le moins d'efforts pour le plus de valeur pour aller après augmenter en puissance et créer des valeurs très, très intéressantes. Et on va se placer d'abord sur notre analyse, bien sûr, pour faire cette matrice effort-valeur. Donc, on est bien obligé, et c'est comme ça qu'on entend le métier, de s'adapter à la culture et à l'histoire de la société. Chaque entreprise a un irritant de base différent, a une problématique différente, une histoire différente qui l'amène à une situation actuelle différente. Et donc, nous allons adapter un cycle complètement adapté à l'entreprise, toujours basé sur une matrice effort-valeur qui soit favorable à l'entreprise. Je vais laisser maintenant la main à Gérald, directeur associé de Cosma, et qui a des exemples assez, qui sont formidablement intéressants. Un qui est très technique, mais qui vous donnera la puissance de l'optimisation qu'il a pu mener dans cette entreprise et vous donner le degré de finesse de l'optimisation de ce cas pratique qu'il va nous présenter maintenant.
Gérald, Oui, je te laisse la parole. merci, merci de nous mettre. Voilà. Alors, je vais vous faire quelques exemples, rassurez-vous, je ne vais pas vous noyer de chiffres, je vais vous montrer justement comment on peut extirper effectivement, parce que notre métier, en fin de compte, on est des chercheurs d'or, hein. On essaie de trouver les pépites relativement significatives pour vous apporter un ROI de grande qualité. Alors, Nelly m'a posé la colle suivante. Écoute, tu pars du sujet le plus rébarbatif, le plus complexe possible, et tu essayes de montrer qu'en fin de compte, on peut trouver là-dedans. Sachant que si tu trouves dans un domaine le plus complexe possible, quand on ouvre vers d'autres domaines que sont la logistique, les emballages, etc., on va forcément trouver des pistes. Alors, très rapidement, comment on mène une mission, et là, on va prendre un sujet très technique, vous allez voir, on va prendre les consommables de production. Alors, fondamentalement, déjà, quand on prend un dossier, on va analyser les données. Donc, ça peut s'extraire sur 30, 40, 50, 66 000, 70 000 lignes d'interprétation de coûts à analyser dans une entreprise. Fondamentalement, dès que là, ce sont des cas concrets, bon, si 2021 est plus bas que 2020, ça c'est normal, puisqu'effectivement, c'était en cours d'année qu'on a pris ce dossier, on s'attache à extraire et à décomposer le coût dans des grandes familles pour justement aller à l'analyse de cette fameuse effort-valeur. Et là, on constate qu'effectivement, là, il y a un poste relativement important en finance RH avec 4 millions, un peu plus de 4 millions dans l'intérim. Et puis, on voit effectivement un poste de consommable de production qui est à 850 000. Effectivement, à l'époque, 859 000 en énergie, ce n'était pas cher. On peut passer à la slide suivante. Et là, à partir du, vous voyez, du consommable de production, ces fameux 856 000, on a analysé les postes pour les décomposer. Donc, en consommable de production, pour clarifier nos propos et pour rendre facile l'exploitation, on classifie dans des familles de produits pour qu'on comprenne où on va mettre les produits et où on va les catégoriser. Donc là, en consommable de production, on va mettre tout ce qui est en fourniture industrielle, tout ce qui est en usinage et puis tout ce qu'on appelle les transmissions de puissance. Alors, transmission de puissance, on va vous faire un cours, c'est tout ce qui est roulement à billes, etc. Bon, l'énergie, on découpe et la maintenance, on découpe. Et on voit que tout de suite, déjà, on voit que quelquefois, des produits qui sont écartés, c'est-à-dire ceux qu'on écarte, on se dit, bon, bah, moins 20 000 euros, je ne m'en occupe pas. On voit quand même que, vous voyez, par exemple, dans ce cas-là, ça pèse 420 000. C'est sûr que 420 000 sur 11 millions, ce n'est pas significatif. Donc là, ça ne vaut pas le coup de l'extraire. Mais quelquefois, on se trouve à côté de sujets qui ne sont pas utilisés. Point suivant, s'il te plaît. Alors là, on continue notre exploration. Et vous voyez, dans cette famille de fournitures industrielles, on va décomposer les usages produits. Et on utilise ce qu'on appelle les EPI, hein, les équipements de protection, le levage, tout ce qui est la connectique, les outillages à main. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un poste frais de port, 20 000 euros. Alors, 20 000 euros, ça veut dire que déjà, si vous imaginez 20 000 euros de frais de port, ça veut dire que systématiquement, vous avez de façon significative un nombre de commandes relativement important. Quand on sait qu'une commande est en moyenne à peu près ça dépend des entreprises traitées entre 60 et 150 euros, ça dépend des structures des boîtes, hein, des entreprises. Vous voyez, imaginez déjà le temps passé à traiter la commande, l'envoyer, la réceptionner. Pendant ce temps-là, on va voir, c'est beaucoup de surcoûts et beaucoup de coûts cachés. Puis évidemment, dans la matrice effort-valeur, évidemment, il y a des produits dont on ne va pas s'occuper. Point suivant. Alors, on continue notre exploration et on continue l'exploration, vous voyez, sur les équipements de protection. Là, effectivement, on voit tout de suite qu'il y a deux postes qui sont relativement importants à analyser. Dans les vêtements, c'est ce qu'on appelle les vêtements de travail. Vous voyez, on a à peu près pour 100 000 euros. Puis, on s'attache à un poste qui s'appelle les gants. Et les gants, on voit qu'on a 87 000 euros qui sont dépensés. Et on va bien évidemment décomposer, encore une fois, pour aller essayer de déterminer ce qui est le plus significatif et ce qui va rapporter le plus, je dirais, dans l'efficience au niveau pour l'entreprise. Et on voit que, bon, sans rentrer dans la technique, dans les gants, vous avez deux familles de produits, ce qu'on appelle les anti-coupures que vous portez pour ne pas vous couper, et les nitrines latex que vous prenez pour faire des opérations de préhension. On voit que sur 48 000 euros, déjà, vous avez, pour faire la même chose, vous avez 5 modèles et 3 marques. Et dans l'autre cas, vous avez 4 modèles et 3 marques. Donc là, on se dit, il faut creuser. Et on va creuser. Slide suivant.
Alors là, ça commence à devenir intéressant parce que quand vous rentrez dans le détail sur une base de 26 000 euros, vous voyez qu'une part relativement importante est achetée par une marque et c'est un fabricant de lunettes. Alors ça, c'est amusant parce que là, on n'a pas du tout un fabricant de gants, on a quelqu'un qui fait ce produit dans sa gamme, mais qui n'est absolument pas dépositaire d'un... Alors, je ne dis pas que ces produits ne sont pas qualitatifs, mais il ne les fabrique pas. Et on constate qu'effectivement, sur ces produits-là, ben, on a des niveaux de prix différents. Dans un cas, ils sont à 4,94, puis dans un autre cas, ils sont à 4,22. Et on voit que le benchmark, s'il est à 4,22, en fin de compte, on pourrait effectivement, en utilisant un vrai produit identique, avoir à peu près déjà 23% d'économie. Quand on passe sur le détail sur les postes, vous voyez que par exemple des chiffons, ce sont des produits que tout le monde dit, bon, un chiffon, c'est un chiffon. Je ne vais pas m'en occuper. Alors, moi, je suis un spécialiste de ça, donc je sais que les deux produits que vous voyez identifiés, c'est exactement la même chose. Ça sort de la même usine, du même produit, ça va. Mais identifié de façon différente. Dans un cas, c'est facturé à 12,56 et dans l'autre cas, à 21,45. Je vous assure, c'est le même produit. Pareil pour les chiffons. Alors, on appelle le chiffon premium et d'un seul coup, en fonction du devis, comme on fait beaucoup de commandes et qu'on ne suit pas et qu'on n'a pas intégré ça dans la logique du produit, ben, il y a des fois, vous allez payer le produit 25,78, puis il y a des fois, vous allez le payer 32,96. Donc, évidemment, quand vous mettez tout ça bout à bout, ben, vous voyez qu'on arrive systématiquement à des produits et on arrive même à des cas un peu assez amusants. C'est cette mousse d'atelier. Alors, une mousse d'atelier, ben, vous savez, c'est ces produits qu'on s'est beaucoup mis sur les mains pour se protéger en période de pandémie. Ben, cette mousse d'atelier, ben, vous voyez qu'en fonction d'un code qui a été rentré dans SAP, ben, des fois, vous le payez 49 euros, puis il y a des fois, vous le payez 52 euros, alors que c'est strictement le même produit. Donc, effectivement, cette masse d'informations qui est noyée dans vos ordinateurs, qui est noyée dans vos systèmes de données, parce que souvent le problème des entreprises, ce n'est pas un problème de qualité des salariés, de compétences des équipes, c'est que vous êtes pris par le temps. Vous n'avez pas. Moi, j'ai un client qui me dit souvent, Gérald, je ne sais pas mettre 36 heures en 24. Ben voilà ce qui se passe. À un moment donné, on n'a plus le temps de regarder les petites incohérences qui se sont glissées. Point suivant. Ben là, on voit effectivement un autre cas. Vous voyez que, par exemple, cette entreprise, pour faire de l'usinage, pour faire ce qu'on appelle des forêts ou des fraises, vous voyez qu'il y a des fois, on va utiliser des marques hein, comme ATA, hein, c'est ATI Harrison, et puis il y a des fois, vous allez passer par des distributeurs. Alors, peu importe, mais il faut savoir ce qu'on fait. C'est où vous avez une politique axée sur un point, mais en tout cas, vous avez 7 fournisseurs pour faire la même chose. Point suivant. Alors, on reprend ces fameux fournisseurs et on voit que, par exemple, on va s'attacher à regarder la valeur nominale des produits. Hein. C'est ce que les produits sont cohérents en taille et en prix. Et on voit que, par exemple, pour le même produit qui est identifié de façon différente, si vous les achetez chez un distributeur ou si vous achetez c'est finalement le même produit qui sort chez un autre distributeur, vous voyez qu'ils sont identifiés différemment. Il y a quand même 5,37 contre 6,83, 20%. Sur l'année, comme ils en consomment 973, ça fait 5 000 euros d'économie. Point suivant. Ah, celle-là, je l'aime bien. Ça a été un cas qui s'est révélé relativement intéressant. Comment gagner 150 000 euros sur un produit? On a travaillé sur un cas, hein, parce que évidemment, vous avez noté, hein, tout ce dont je vous parle, ce sont des cas concrets. En fin de compte, on avait analysé le problème et on avait analysé la dépense et on avait fait le choix de bien comprendre c'est une meuleuse hein, que vous connaissez, ce qui étaient des produits de marque que ce qui étaient des produits de distributeurs. Donc, on avait fait le lien et j'avais remarqué qu'il y avait des problèmes de dénomination au niveau du produit, ce qui fait que dans des cas, sur un distributeur, vous le payez 561, quand dans l'autre cas, vous le payez 505. Alors que, grosso modo, le produit, le benchmark était plutôt aux alentours de 365. Mais ce n'était pas ça le plus intéressant, c'était que finalement,
de par le fonctionnement de l'entreprise, ils avaient par le passé utilisé, je dirais, dans leur gamme des produits à usage automobile, et ils avaient rentré dans SAP ce code PNOMO, qui est une norme automobile, alors qu'eux, ils sont plutôt dans l'aviation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 ans, ils ont continué, parce que la donnée était dans SAP, on négociait le prix de l'achat, mais on ne s'attachait pas à savoir si ce produit, ce besoin était toujours valable. Et ça faisait 6 ans qu'ils achetaient toujours un produit à la norme PNOMO, alors qu'ils n'en avaient absolument pas besoin. Et quand j'ai fait le bilan de tout ça, parce qu'ils ont consommé énormément, ben, ils ont dépensé quasiment 150 000 euros pour rien, parce qu'ils n'avaient pas l'usage. Voilà, c'est quelques exemples que j'ai voulu vous illustrer en vous disant qu'une optimisation est possible. Il faut extraire la donnée. L'intelligence artificielle nous fait gagner du temps pour savoir où on peut travailler, mais effectivement, il y a aussi c'est l'expérience qui nous fait corréler les données pour pouvoir les exploiter en fonction de l'effort valeur, puisque vous voyez, on essaye toujours d'aller chercher ce qui va rapporter le plus à nos clients. Alors moi j'aime bien Gérald ce dernier exemple sur les meuleuses parce que ce que tu as juste du coup oublié de nous dire, c'est que avec la norme CNOMO, le prix c'était aux alentours de 500-550 euros, mais en revanche sans la norme c'était 350. Et là c'est énorme, le gain il est vraiment énorme. Alors ça c'est vraiment des chiffres, c'est intéressant, hein, c'est que du chiffre et donc ça veut dire oui on peut gagner énormément en pourcentage et en montant. Moi, quand on préparait un petit peu notre webinaire, on a reparlé de cette histoire de gants que tu avais soulevé chez un de nos clients. Ah oui, c'était oui. Alors toujours pareil, on est dans l'accompagnement bienveillant, on n'est pas là pour juger hein, lors de nos missions. Mais j'ai travaillé, alors là, c'est encore une sorte de gant, mais Oui, c'est vrai. très attaché aux gants, moi. C'est un client et j'étais très étonné, il utilisait des gants blancs. Hein, et j'étais très étonné de la consommation astronomique qu'il faisait sur ce type de dents. Et on me disait, bah, écoutez, oui, on en consomme beaucoup. Ça, c'était la direction achat qui me disait, oui, on en consomme beaucoup. Mais vous savez, systématiquement, tous les 6 mois, on fait une revue de compte pour essayer d'acheter au mieux, etc. Et puis, bon, l'histoire a fait que j'ai dû aller visiter cette usine et je me suis amusé à interroger les gens. Et il y avait une coutume et une croyance qui était ancrée dans l'entreprise. C'était donc les gants étaient blancs et dès qu'ils étaient sales, je jetais parce que si les gants étaient sales, eh bien, j'avais plus besoin de l'utiliser. Je pouvais plus l'utiliser parce qu'il était sale. Et donc, mon travail a juste consisté à changer la couleur du gant. Donc maintenant, ils ont des gants gris et donc maintenant, ils ne les changent plus. Donc, au lieu d'avoir à peu près 10 consommations par jour, ils n'en ont plus que 2. L'économie, elle s'est faite là-dessus. Et l'optimisation, elle s'est faite là-dessus. J'ai aussi un exemple. Alors là, on est dans des locaux et en matière d'énergie, c'est quand même vraiment intéressant dans cette période où on est en forte tension sur le coût de l'énergie. On avait un client qui avait des problèmes pour chauffer ses ateliers, qui avait dû couper les chauffages parce que c'était vraiment pas possible de consommer autant, c'était mal isolé, enfin, ils avaient vraiment des gros problèmes. Et c'était néanmoins dans un espace où il y avait des machines de production qui, elles, généraient une chaleur, mais pas du tout exploitée. Et finalement, on a réussi, donc avec un petit investissement, hein, bien entendu, en matériel, on a réussi à collecter la chaleur qui provenait de ces machines de production, à les faire passer dans des ventilateurs pour aller chauffer de façon homogène les ateliers. Donc, avec un petit investissement, on s'est passé de l'énergie chauffage dans tout l'atelier. Alors, d'un atelier, je vous parle d'un hangar, hein, pas l'atelier qui fait 20 mètres carrés. Hein. Et rien que ça c'est de l'optimisation sur du long terme et qui crée vraiment de la valeur. C'est-à-dire qu'on va récupérer quelque chose d'existant pour le transformer et optimiser une dépense. Et ça, ce sont des exemples. Donc ça, c'est notre expert énergie hein, qui a fait ce travail-là et qui a obtenu ces résultats. Mais on a des résultats
à la fois avec une méthode originale, une méthode très personnalisée à chaque entreprise, et on peut constater, mesurer les résultats. On peut mesurer sur la marge en fin d'année les résultats qu'on a obtenus pour l'entreprise. Et ça crée de la valeur sur le long terme. Parce que bien entendu, nous mettons en place ces solutions et nous accompagnons les entreprises pendant 2 ans. Ce n'est pas qu'on leur donne la méthode et débrouillez-vous, à vous l'installer et on verra bien si vous avez des résultats. Non, on met en place la méthode qu'on a proposée. Généralement, on propose 1, 2 ou 3 méthodes en fonction des cas. Le dirigeant choisit sa méthode et après, on accompagne la méthode choisie par le dirigeant. On la chiffre également d'ailleurs, cette solution, on la chiffre et on accompagne les dirigeants et les équipes pour mettre en place ces nouvelles méthodes ou ces nouvelles dépenses optimisées. Et je pense que c'est un travail qui se fait vraiment en accompagnement de l'entreprise et en partenariat avec les équipes. Écoutez, pour notre part, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que, Dorian, tu as des questions qui nous ont été posées pendant cette présentation? Alors, merci Nelly, merci Gérald pour la présentation très complète et ces exemples parlants. Je n'ai pas eu de questions, pas de réaction pendant le webinaire, mais c'est le moment. N'hésitez vraiment pas à activer votre micro pour poser directement vos questions à Nelly et Gérald. Hop, je vais enlever le partage comme ça. On se voit tous. Oh, je sais C'est vrai pas. qu'il a fallu faire vite quand même. On a mis du concentré. On est dans les temps. Vous avez tenu 1 heure, donc c'est bon. Alors, je sais pas. Annick, Jocelyne, Emmanuel, Adeline, Ça tous fait ceux que je beaucoup vois. d'informations quand même. Oui, bonjour, Emmanuel Lefebvre. Je suis Bonjour. consultant, justement spécialiste un peu de tout ce qui est finance et international, de facto, à cause de Stratexio. Et je voudrais savoir, bon, j'ai trouvé votre présentation très intéressante, très complète. Vous parlez de 2 ans d'intervention au sein d'une entreprise. Je voudrais juste savoir comment vous facturez ce genre de prestations. Est-ce que c'est au temps passé? Est-ce que vous avez un success fee qui correspond aux économies que vous faites réaliser à l'entreprise? Et comment vous vendez ces missions qui durent 2 ans, ce qui est assez long pour une entreprise en fait? C'était exactement ça. On a un business model basé sur le success fees. Et donc, c'est un gros risque pour nous. Donc, autant vous dire qu'on est très, très attaché à la réussite de nos missions. Nous sommes donc rémunérés au succès, à savoir que si nous trouvons de l'optimisation de coûts, nous sommes rémunérés sur le montant du coût optimisé. Donc, on n'a absolument aucun forfait d'intervention au préalable. Même l'audit est compris dans le success fee. Donc, c'est vraiment à notre réussite. Donc, bien entendu, on va quand même regarder au préalable en première analyse si certaines dépenses ne sont pas optimisables. On arrive avec notre expérience à vérifier de façon assez rapide si c'est optimisable ou pas. Il y a des choses qui sont parfaitement optimisées dans les entreprises, il ne faut pas se le cacher. Mais sinon, voilà, le business model est comme ça, on est rémunéré au success fees. Il n'empêche que nous avons également des missions au forfait parce qu'on peut avoir de la part d'un client une demande très particulière sur un sujet très particulier qui ne demande pas forcément une optimisation immédiate ou une mise en place compliquée et qui a besoin peut-être d'analyser, juste d'analyser, mais pas forcément de mettre en place. Et là, on peut fonctionner au forfait. Mais d'une manière générale, notre business model, c'est le success fees. D'accord. Et donc, de facto, en termes de taille d'entreprise, grosse PME, ETI, j'imagine que c'est là votre cœur de cible? Tout à fait. Oui. Alors, Gérald, peut-être tu me corrigeras, mais on est plutôt entre 15-20 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 100 personnes. Parce qu'en deçà, c'est un petit peu difficile de travailler. Mais c'est vraiment le minimum qu'on va travailler. Et alors, bon, le paradoxe, c'est que les très grosses sociétés
était plus agile par avant et on constate que depuis la crise du Covid, en fin de compte, certains grands groupes nous appellent. Oui, exact. Oui. Pourquoi? Parce que fondamentalement, alors c'est toujours pareil, hein, ce n'est pas un problème de qualité des équipes, c'est que les sujets deviennent de plus en plus complexes. Je parle un exemple, par exemple, en flotte auto, on parlait encore il n'y a pas longtemps, tout le monde parlait de car policy, on n'en est plus là du tout, on en est à l'utility policy, où il faut avoir maintenant des matrices de prévisionnel de coûts pour les années futures, lorsque vous faites des locations. Donc ça devient de plus en plus complexe. Bon, si vous avez déjà acheté un véhicule dans les prochains mois, vous imaginez quand vous avez des flottes. Et donc, effectivement, de plus en plus, ces sociétés font appel à nous sur des points bien particuliers pour qu'on les accompagne, parce qu'effectivement, autant avant, on pouvait s'utiliser sur des compétences généralistes, c'est ce dont a parlé tout à l'heure Nelly, autant maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, on va être franc, hein, ça nous arrange, mais c'est comme ça, c'est le contexte qui veut ça, ça devient de plus en plus compliqué. Je vous prends un exemple. Comment voulez-vous expliquer aux gens, je ne sais pas si vous le savez, bon, l'énergie, c'est un problème dense, complexe. Comment voulez-vous expliquer aux gens qu'entre le 23 décembre et le 30 décembre, vous pouviez acheter de l'électricité à 1 euro? C'est comme ça. Alors, il n'y a que quelques groupes qui vont revendre aujourd'hui à 400, 500 euros. Hein. Mais voilà, tout ça, c'est le métier d'aujourd'hui, c'est la complexité et c'est ce qui en donne le côté passionnant. C'est-à-dire que on trouve des choses. Il faut qu'elles aient du sens. Et puis, il y a aussi un certain plaisir dans l'entreprise à transmettre aussi nos compétences, parce que ce n'est pas que de l'optimisation de la dépense, et rappelez-vous ce qu'on a dit au début, hein, c'est du bien-être au niveau des équipes, où effectivement on transmet des choses, où on apprend un peu plus qu'on en est. Et puis moi personnellement, j'ai beau en avoir 64, vous voyez, j'en apprends tous les jours. Juste une dernière question, comme chez Stratexio, on traite essentiellement de l'international, est-ce que vous avez un exemple d'une société qui travaille à l'international, dont vous avez peut-être réussi à réduire les coûts et qui du coup est devenue plus compétitive à l'international et a pu gagner des parts de marché? Alors, ça c'est le paradoxe, c'est que oui, on en a, mais je ne peux pas vous citer le nom. Non, trois. Il y en a le paradoxe, c'est que beaucoup de nos clients ne veulent pas que leur dise que l'on a travaillé pour eux. C'est le paradoxe. C'est le vivons heureux, vivons cachés. Il y a des groupes assez intéressants et on a une interdiction formelle de les citer de quelque manière qu'on se soit et on a des NDA extrêmement complexes là-dessus. Alors, excusez-moi, je ne botte pas en touche, monsieur, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais je ne peux pas. Non, mais par contre, regardez sur notre page LinkedIn parce que nous mettons très, très régulièrement, et je pense que c'est même plus d'une fois par semaine, des business cases et vous allez reconnaître certaines entreprises qui sont nommées. D'autres ne sont pas nommés, mais vous les reconnaîtrez quand même. Donc, regardez sur LinkedIn. Vous allez voir, on a des business cases qui sont intéressants et on vous dit exactement en plus sur quelle catégorie de dépenses nous avons exercé et quels ont été les résultats. Quelquefois même, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui parlent de nos missions et vous allez reconnaître des entreprises ou tout au moins des secteurs d'entreprises et vous verrez que nombre d'entre elles sont à l'international. On a une expertise, par exemple, sur le transport international, en particulier le transport maritime et le transport aérien, et en particulier à l'import, donc sur les grandes lignes Asie-Europe ou Europe-Afrique. On travaille à l'international sur les transports. On a un expert spécialisé dans le transport international. Donc, l'international et les exportateurs, Cosma Expert, on connaît. D'accord. Mais regardez sur LinkedIn, vous verrez, il y a plein de business cases qui traitent de ça. Vous verrez. Avec plaisir. Merci. Merci Emmanuel pour ta question. Donc, on avait Marc qui avait exactement la même question, mais j'ai une question de Véronique qui demande comment gérez-vous les achats d'énergie actuellement?
Tu réponds ou je réponds? Vas-y, vas-y, je te laisse faire. J'appuierai. Si je vois qu'on oublie un point, j'appuierai. Mais vas-y. Je ne vous cache pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Grosso modo, aujourd'hui, bon, je ne vais pas vous refaire tout le panégyrique de l'histoire de l'énergie, vous le connaissez, hein, on était à 50 euros du kilowatt, on a été jusqu'à 1200 au mois d'août. Alors, comment on le gère aujourd'hui? Alors, l'avantage, c'est que nous sommes en prise directe avec ce qui se passe. Donc, par exemple, quand à un moment donné, comme je vous l'ai dit, le kilowatt a été revendu, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'entre la période de Noël, Nouvel An, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que l'Allemagne il y a eu beaucoup de vent en Allemagne, donc il y a eu beaucoup d'éoliennes, il n'a pas fait très froid, mais l'électricité, vous le savez, ne se stocke pas, donc à un moment donné, il fallait vendre des résidus, et donc automatiquement, on peut avoir accès à ce genre de choses. Donc, avant tout, c'est un problème d'information. Il faut être, je dirais, notre expert, il est, je dirais, rivé sur les tables de calcul et surtout sur les prévisionnels. Et donc, c'est un travail de discussion, de négociation et surtout, c'est des coûts qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est des coûts. Aujourd'hui, moi, je connais notre collègue qui me racontait que ça s'est géré en 2 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez profiter de situations optimum avec, je dirais, des coûts relativement maîtrisés et intéressants, parce que ça baisse. Alors, je ne suis pas un expert énergie, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être capable de décider en 2 jours. Et là, vous pouvez trouver des situations qui sont relativement anormales, parce que, effectivement, mais on arrive à avoir des coûts relativement intéressants. Et puis, bon, et après, il y a des paris qu'il faut faire sur des prévisionnels. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne suis pas un spécialiste et je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Mais voilà, grosso modo, la réponse, c'est il faut être au courant de ce qui se passe et réellement. Donc, il faut être attentif et regarder les courbes quasiment 3, 4, 5 fois par jour. Il faut connaître les tendances, il faut avoir les informations et ensuite, il faut que l'entreprise soit capable de se décider en 2, 3 jours. Alors ça, c'est pour l'aspect prix, effectivement. Et puis après, on a tous les aspects techniques. Et là, on va rentrer dans l'optimisation des process. On va aller regarder, comme on disait tout à l'heure, avec l'idée du ventilateur qui va brasser de l'air chaud pour l'homogénéiser dans un atelier. Il y a l'isolation des bâtiments. Il y a aussi repenser aussi peut-être toute sa stratégie de production. Est-ce que finalement, il n'y a pas une machine qui est obsolète, l'arrêter complètement et investir dans une machine qui finalement ne consomme plus rien. Il y a tout un tas de questions à se poser qui sont plutôt opérationnelles, plutôt techniques, quand on n'a plus de poids ou plus de levier sur le prix lui-même de l'énergie. Et c'est en ça où il faut se reposer la question de la stratégie générale de l'entreprise. Et c'est ça tout le secret de l'optimisation. Ce n'est pas s'attaquer uniquement à la dépense, c'est aller regarder l'intégrité de sa stratégie d'entreprise, qu'elle soit en développement d'affaires ou en stratégie de coût. Et là, on est bien obligé de mêler les deux. On a vu quelques entreprises qui ont arrêté des chaînes de production parce que ça leur coûtait trop cher. Alors, je ne dis pas que c'est bien, hein, parce qu'elles sont certainement en difficulté par ailleurs. Mais peut-être que leur marge, elle est bonne. Ils ont peut-être moins de chiffre d'affaires, mais une meilleure marge en ayant arrêté une machine, 2 machines ou carrément une ligne de production. C'est peut-être la bonne stratégie pour passer les 3 ans à venir. Alors peut-être qu'il y a de la casse aussi au niveau humain, hein, ça je ne sais pas, hein, je n'ai pas le détail, mais en tout cas, il y a des solutions à trouver et il faut se poser des questions sur une stratégie générale et non plus sur la facture elle-même, alors là en l'occurrence de l'énergie, mais aussi sur d'autres choses. Il faut agrandir le cercle de réflexion. Et c'est ce qu'on appelle l'optimisation de la dépense. Merci. J'ai vu passer une question sur le chat. Ouais, J'avais que le début. J'en ai deux. J'en ai une de Samira qui dit « Ne pensez-vous pas que ce travail est fait par les entreprises, mais que l'axe d'amélioration est la formation, la sensibilisation des managers de proximité et l'accompagnement dans le changement managérial et générationnel ?» Alors ça,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'en 3 lignes, elle a dit exactement ça. Oui, c'est ce qu'on appelle la conduite de changement. C'est effectivement, c'est effectivement le point très important. Je pense que la crise et je pense que ce qui est arrivé ces 2 prochaines années a obligé. Vous savez, il y a encore 4 ans, quand notre expert parlait de mettre des groupes photovoltaïques sur les toits des usines, ça, les gens nous disaient, oh, bon, vous savez, on a le temps, etc., quoi. Maintenant, effectivement, on s'attache à regarder autour de soi, on regarde beaucoup plus attentivement, et puis effectivement, la clé de voûte de tout le dispositif, vous savez, c'est l'accompagnement, c'est la proximité, et c'est de faire attention. Oui. Alors là où on va mettre un petit bémol quand même sur justement la formation des managers, alors cette sensibilité à l'optimisation, bien sûr qu'il est important que tout le monde l'ait dans l'entreprise, et ça c'est une certitude. Cette prise de conscience d'optimiser la dépense, elle doit être prise en compte dans les entreprises. Néanmoins, on ne fera pas d'une équipe, j'ai été dirigeante d'entreprise et j'avais 10, 15 acheteurs. On n'en fera jamais des spécialistes et des experts d'une catégorie de dépenses. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer de l'opérationnel au quotidien, c'est-à-dire acheter, négocier certains contrats cadres, passer ses commandes, recevoir les livraisons, gérer les litiges avec les fournisseurs, faire partie du groupe de projet avec son ingénieur. On ne peut pas gérer son quotidien et sa fonction et en plus être un expert de la dépense et passer sa journée à expertiser, améliorer le sujet d'une seule dépense. Ce n'est pas possible. De la même manière qu'à un moment, on va pouvoir avoir besoin d'un expert ou d'un consultant extérieur pour travailler ses effets de gamme de produits, on a besoin à un moment d'un expert dans une catégorie de dépenses. Ou alors il faut embaucher 40 consultants pour 40 catégories de dépenses. Et ça a un coût qui n'est pas gérable à mon sens par les entreprises, d'une part. Et deuxièmement, il faut garder cet œil externe pour ne pas retomber dans les travers du poids de l'habitude, du nez dans le guidon, de son travail quotidien, et où on ne prend plus le recul parce que, et ce n'est pas une question de compétence, c'est juste une question de, on a la tête dans l'opérationnel. C'est toujours plus facile d'arriver avec un œil extérieur parce qu'il y a certaines choses qui sautent aux yeux, alors que quand on travaille au quotidien dans sa dépense, on ne les voit plus. C'est à ça que sert une mission d'optimisation ou l'appel à un consultant extérieur. Ce n'est pas une question de capacité ou de compétence de son personnel, c'est une question d'avoir le recul nécessaire et de travailler finement et profondément sur un sujet. Et c'est là que c'est important d'être en partenariat avec une équipe. Bien sûr que de toute façon, nous, quand nous arrivons dans une entreprise et que nous suivons une entreprise pendant 2 ans, bien entendu que nous transmettons les bonnes pratiques. Donc, Merci Nelly. Et j'ai une dernière remarque de Sylvain qui nous dit pour les entreprises à l'international, le gros poste à optimiser est la logistique concernant les appros, matières et fournitures et les frais post-acheminement en DDU ou DDP. Exact. Je confirme. Je confirme. Alors, oui. Alors, je vais peut-être donner une vérité qui va parler à tout le monde. Alors, les achats à l'import, enfin, les transports à l'import, à l'approvisionnement, il est indéfectiblement lié à l'achat lui-même. On le sait, puisqu'on va acheter, j'achète comment? J'achète Xwork, j'achète DDP, j'achète FOB, j'achète comment? Donc, le transport, on se heurte toujours, donc le transport à l'import, bien entendu, on se heurte toujours à la manière d'acheter. Donc, on ne va pas se concentrer uniquement sur le poste logistique lui-même, c'est-à-dire le transport, à qui je m'adresse, à un transitaire, est-ce que j'ai la capacité à m'adresser directement à une compagnie maritime, à quel type de transitaire je m'adresse, comment je transporte, dans quel volume. Tout ça, c'est lié à la manière d'acheter.
Donc, quand on va aller traiter la dépense transport à l'international et à l'import, on va aussi traiter l'achat. On ne fera jamais l'un sans l'autre. Comment j'achète? Donc oui, c'est un poste important, mais on ne peut pas le décorréler de l'achat lui-même. Après, en post-acheminement, c'est différent. Post-acheminement, parfait. Qu'est-ce que je fais? C'est du routier? C'est quoi? Je ne sais pas, là on parle un petit peu dans le vide, mais bien entendu, ce sont même deux experts différents au sein de Cosma qui traitent ces transports-là. Il y a un transport à l'international, à l'import, et un transport post-acheminement, et ce sont deux experts différents. Donc c'est pour vous dire qu'on a bien détaillé ces postes des dépenses qui pour nous ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes implications. Et encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Là, je ne connais pas le cas, mais voilà, ça s'étudie. Hein. Merci, merci Nelly pour cette dernière réponse. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question à poser à l'oral, sinon on va conclure. Et de toute manière, je vous enverrai les contacts de Nelly et Gérald si vous voulez aller plus loin pour échanger ou pour discuter sur certains cas de vos entreprises. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et tous pour votre participation et puis vous retrouver une prochaine fois sur un prochain webinaire Stratexio. Merci à tous pour votre suivi et votre présence. Merci pour votre écoute à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.